face aux décisions qu'ils et elles ont dû prendre pour construire leur voie professionnelle, les invités de ce podcast ont cru au pouvoir des rencontres, à la folie de garder espoir et d'exposer leur vulnérabilité en demandant de l'aide. Des personnages inspirants qui, sans peur et sans phare, nous racontent leur parcours, les doutes et hésitations, et les rencontres qui, un jour, se sont transformées en opportunités. Je suis Philippine de Saint-Exupéry. J'ai moi-même eu plusieurs vies. J'ai été comédienne et réalisatrice, prof de sport. Je suis maintenant coach et l'une des conceptrices du parcours Chance. Et j'ai le bonheur de partager ces conversations avec vous. Vous écoutez Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et la liberté de faire en sorte que son passé ne dicte pas son futur. Pour ce nouvel épisode, je suis heureuse de recevoir Servane qui va nous partager son histoire de vie et comment elle s'est attelée à tout déconstruire pour aller explorer au fond d'elle-même et trouver ses réponses. Quelle est ma place ? Qu'est-ce qui vibre au fond de moi ? Comment l'atteindre sans renier mon besoin de stabilité financière ? Comment m'autoriser à sortir de cette case qui me colle à la peau ? Dans cet épisode, Servane nous raconte son voyage intérieur, la relation forte avec la coach qui l'a accompagnée et la confiance et le plaisir qu'elle a pu retrouver. Donc bonsoir Servane. Bonsoir Philippine. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. On est ravis de t'avoir pour discuter avec toi donc de ta bifurcation de vie, notamment effectuée avec Chance. Est-ce que tu peux commencer par nous raconter finalement ton parcours, ce qui s'est passé pour toi Oui, avec plaisir. Déjà, je suis très contente d'être ici aujourd'hui, de rencontrer l'équipe Chance et d'être, on va dire, dans les backstage de comment ça s'organise. Moi, aujourd'hui, je m'appelle Servane, j'ai 30 ans et j'ai commencé le parcours Chance il y a maintenant 2 ans. Je vais y revenir un petit peu plus tard sur cette durée. Comment ça a commencé, quel a été le cheminement et où est-ce que j'ai atterri. Aujourd'hui, pour moi, c'est important de prendre la parole sur le sujet qui m'a amené à rencontrer Chance, parce que au moment où j'ai voulu faire une bifurcation professionnelle après 5 à 6 ans d'expérience en tant que directrice artistique graphiste, je pense que j'avais besoin et j'aurais aimé peut-être avoir une personne qui me parle aujourd'hui, comme peut-être je vais le faire, pour me donner des conseils, comment choisir un coaching par rapport à un autre, qu'est-ce qui me convenait à moi, Servane, et pas forcément à Philippine en face de moi, comment tout ça s'est fait dans ma tête et comment j'ai atterri ici. J'ai été 5 à 6 ans directrice artistique et j'avais fait une école pendant 5 ans de communication visuelle, suite à laquelle j'ai commencé un job en tant que directrice artistique junior digital dans la publicité, donc une structure d'entreprise assez grande, une responsabilité assez spécialisée, spécifique, dans laquelle j'ai pu m'épanouir pendant 6 mois, mais où je n'étais pas encore tout à fait à ma place, notamment dans la structure, la manière dont ça se passait dans le job. Donc suite à ça, j'ai repris ce qu'on appelle mon book sous le bras. J'ai été travailler en start-up pour essayer une autre structure, une dizaine de personnes. J'y trouvais toujours pas ma place. J'ai essayé de travailler en indépendante, en freelance, pour pouvoir trouver mes projets, et j'arrivais toujours pas à trouver le cran qui faisait que la petite voix qui était en moi me disait t'es au bon endroit, tu t'épanouis et tu trouves le cadre qu'il te faut. Donc à ce moment-là, on arrive à une période où c'était le Covid, j'étais en freelance et le Covid, et j'ai décidé de prendre un peu de temps pour installer cette transition que je repoussais depuis un moment, mais je pense que je sentais qu'il était nécessaire pour m'épanouir dans mon boulot. Donc là, ça a été une grande période de par où commencer, quoi choisir. J'ai été regarder ce que, par exemple, Pôle emploi me proposait, parce que j'ai eu la chance de pouvoir être accompagnée par une période de chômage qui financièrement m'a aidée à pouvoir aussi prendre le temps de faire un coaching, sans quoi je sais pas si je me serais autorisée à faire un coaching si j'avais pas eu une petite aide financière. Donc ça, c'est un point important, je pense, quand
on cherche un peu sa voie, c'est comment et par quelle boule prendre et comment s'assurer financièrement de pouvoir y arriver. Donc moi, j'avais le chômage et à ce moment-là, je regardais ce que Pôle emploi proposait ou d'autres organismes. Et petit à petit, j'ai trouvé Chance. Et ce qui a fait un peu la différence pour ma part pour Chance, c'est que je connaissais des gens qui avaient fait le parcours. Je connaissais des personnes qui travaillaient chez Chance avec qui j'ai eu la possibilité d'échanger avant de pouvoir me lancer. C'était important et cette phase, elle était importante pour moi et c'est marrant parce que dans mon parcours après, avant de trouver ce que je voulais faire, ce côté aller chercher, aller expérimenter ou aller discuter, échanger avec d'autres personnes, ça a été important pour moi avant de faire des choix. J'ai réussi à échanger avec une amie qui commençait tout juste Chance et à échanger avec une personne qui travaille chez Chance, avec Charlotte, et qui a pu me parler de pourquoi elle avait commencé à travailler chez Chance ou pourquoi elle avait entamé un parcours. Et moi, ça m'a parlé notamment parce que j'avais besoin d'un bilan de compétences, je pense, et surtout un guide, mais personnel. J'avais pas besoin d'un accompagnement à plusieurs, mais vraiment pour moi, Servane, essayer de définir pourquoi depuis 5 à 6 ans, j'arrivais pas encore à trouver le bon cran et comment le trouver. Donc ça a commencé comme ça. J'ai eu l'occasion et l'opportunité de rencontrer ma coach, avec qui au début, j'avais beaucoup de questions de comment et pourquoi on m'a associée avec cette coach, pourquoi elle serait bonne pour moi, et en fait aller un peu questionner finalement au fond de moi, Servane, qu'est-ce que je cherchais avec un accompagnement, qu'est-ce que j'allais chercher avec ma coach, et finalement tout le coaching, ça a été de découvrir qu'il fallait que moi je fasse des choix et que je les fasse par rapport à moi et pas par rapport à ce qu'on attendait de moi ou par rapport à une case à laquelle il fallait cocher. Et ce que j'entends dans ton cheminement finalement de questionnement, c'est que j'ai l'impression que tu sentais qu'il y avait quelque chose effectivement qu'il fallait réajuster et que ton intuition, arrête-moi si je me trompe, était plutôt dans soit le statut, soit l'environnement dans lequel tu évoluais, le type d'entreprise, de valeurs, etc. Alors que finalement, de ce que je sais aujourd'hui de ta reconversion et dont on va discuter, c'était pas forcément l'unique pilier qu'il fallait, je sais pas s'il fallait, mais en tout cas qu'il te convenait de modifier. Est-ce que ça, c'est une des découvertes que tu as fait notamment via ton parcours ? Bah complètement, en fait, comme tu le dis et comme on va dire mon CV d'avant entre guillemets le montrait, j'ai essayé plusieurs tailles d'entreprise. L'agence de publicité, c'était une grosse entreprise, Publicis pour par exemple, à passer par une taille de start-up en tant que salarié. Là, on parle de 2 cas salariés. J'ai eu des expériences en freelance effectivement pour essayer de voir si le statut de freelance ou d'auto-entrepreneur était quelque chose qui me convenait. Et en fait, c'est vrai que le parcours m'a remis sur une ligne que j'avais pas envisagée avant, c'est-à-dire aujourd'hui je suis, on va dire, retournée en salariat, mais j'ai trouvé une très grande autonomie dans le salariat que j'ai. Et moi aujourd'hui, j'avais besoin d'une sécurité de l'emploi, d'une sécurité financière qui était non négociable, mais je me l'étais pas avouée auparavant. Mais j'ai également besoin d'avoir une autonomie, de pouvoir entreprendre à l'intérieur de mon entreprise, ce que j'avais pas eu l'occasion de faire avant, donc d'avoir cette sensation de liberté et de force de proposition, en étant pris au sérieux, bien que peut-être plus jeune que les personnes qui m'employaient. J'avais besoin d'avoir cet équilibre entre une sécurité, mais aussi la possibilité d'être libre. Et je l'ai trouvé avec le parcours et je me suis rendu compte que c'était surtout possible. Oui, donc là tu parles de potentiellement une croyance qu'il y avait qu'on peut pas avoir la même flexibilité ou autonomie, marge de manœuvre en tout cas en tant que salariat versus le freelancing, et que ça tu l'as découvert, donc c'est chouette, c'est quelque chose que tu as déconstruit, voilà. Il y a aussi autre chose que j'entends, c'est-à-dire est-ce qu'il y avait pas finalement une idée au début que tu allais garder le même métier et que tu allais changer les autres piliers qui vont autour. En tout cas, chez Chance, on parle de piliers. Il y a le métier, il y a l'environnement, il y a les impératifs dont tu as parlé, financiers, etc. Et la finalité, c'est-à-dire la cause, le public que tu sers. Et finalement, j'avais l'impression que tu t'étais dit, je vais faire la même chose, mais dans des conditions différentes. Alors qu'aujourd'hui, tu n'exerces plus le même métier ici. Tu peux peut-être nous en dire plus ? Ouais, tout à fait. Alors, je sais pas si en commençant Chance, je m'attendais à faire le même métier, parce que je pense que Chance ou le parcours, on va dire la décision de faire une
transformation professionnelle, je la sentais au fond de moi comme un cran à décaler, mais je savais pas dans quel sens le décaler. Je savais pas encore ce que j'allais faire, mais j'allais décaler des choses. Et effectivement, au début, parce que j'avais peur de tout changer, je pense que ça me rassurait de me dire que j'allais faire le même métier, mais que j'étais pas encore dans le bon moule ou dans le moule qui me correspondrait. Donc effectivement, il y a eu au début mes peurs, c'était on va y aller petit à petit sur le même métier, on trouvera forcément, si ça se trouve c'était une personne qui fera le changement, ça sera peut-être le salaire ou les conditions qui vont changer et qui vont me permettre de continuer. Mais finalement, petit à petit, j'ai décalé le cran du métier et également de la forme, effectivement. Et est-ce que tu as eu un déclic pour te lancer dans cette démarche ou est-ce que ça a été finalement progressivement? Comment tu as su je vais me lancer dans un parcours d'aide à l'orientation professionnelle? Alors déjà, cette idée, elle m'était pas venue avant, je pense, toute la transformation qu'il y a eu avec le Covid. Je pense que cette période de Covid, elle a été un bouleversement pour beaucoup. Pour moi, elle m'a autorisé, on va dire, à faire ce chamboulement de professionnel. Ce que j'avais pas envisagé auparavant, notamment parce que les parcours et les coachings, c'était quelque chose qu'on envisageait avec au moins 10 ans d'expérience, 15 ans d'expérience, à 5 à 6 années d'expérience professionnelle. Je me disais que j'étais trop jeune. J'avais ces idées-là qui revenaient tout le temps en me disant j'ai pas encore assez d'expérience pour faire un parcours ou un bilan de compétences. Ça, c'était une chose. Mais le confinement a été un tel bouleversement et une modification des modes de travail que je me suis dit mais pourquoi je prendrais pas cette excuse pour avoir un peu plus de temps pour poser les choses. J'étais en freelance à ce moment-là, donc avec une structure un peu plus flexible dans la manière dont je pouvais et avoir des clients, des missions et travailler, et prendre du temps pour moi. Et en fait, le déclic, ça a été, je pense, un chamboulement et de voir que tout le monde pouvait modifier sa manière de travailler. Pourquoi pas moi? Et j'avais envie de saisir cette chance-là à un moment de ma vie où j'approchais également de la trentaine. Et je pense que ça résonnait aussi comme il est grand temps de se réveiller, de faire ses choix pour soi et de s'épanouir vraiment dans un travail parce que t'en as les compétences, la capacité, mais surtout les ressources et l'instinct qui t'y poussent. Et il faut y aller et il faut oser sauter le pas. Et donc tu t'es donné cette autorisation que tu ne te donnais pas jusque-là. Exactement, je me suis donné l'autorisation, mais je pense que je me la suis donnée parce que j'avais trouvé aussi le parcours qui me permettait de le faire. Et dans cette période justement de réflexion sur toi, ton projet, tu m'as dit déjà donc que tu étais à la fois au chômage, mais aussi que tu avais quelques contrats en tant que freelance. Il peut y avoir parfois une injonction, en tout cas que moi j'ai vécu dans ma réorientation, et on en a déjà discuté toutes les deux, qui est quand les gens te posent cette question, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Et que tu es dans une période de transition. Comment tu as vécu ce moment? Alors, pour être très honnête, ma période de freelance, c'était vraiment mon petit bouclier justement pour répondre à toutes ces questions. C'était garder la face, garder une crédibilité professionnelle, pouvoir répondre à cette fameuse question en société de qu'est-ce que tu fais en ce moment, pouvoir dire là aujourd'hui je suis en freelance, j'ai des projets, je viens de terminer un projet où j'en commence un nouveau, mais je mettais pas trop en avant le fait que je faisais un bilan de compétences à ce moment-là. J'avais un peu peur, j'avais besoin surtout, je pense, de ne pas avoir les avis extérieurs qui allaient aussi un peu orienter ce que j'étais en train de chercher, ou en tout cas de retrouver pourquoi j'allais faire quelque chose de différent avec moi-même. C'était un petit peu au début un tête-à-tête avec moi-même. La situation financière, elle était un petit peu restreinte parce que j'avais ma situation comme je te le disais au chômage qui me permettait d'au moins garder un minimum de rémunération pour vivre, les mois où j'avais pas forcément de mission de freelance, et en même temps de pouvoir faire mon petit bout de chemin avec mon parcours chance, tout en commençant à essayer aussi de rencontrer des gens, d'écouter leurs histoires et de commencer des petites expériences en parallèle professionnelles. Donc c'était vraiment une période de cabinet de curiosité, on va dire, où financièrement c'était restreint, mais ça m'a permis de moi répondre avec mon statut de freelance, je fais quelque chose professionnellement et je ne dis pas tout de suite que je suis en train d'avancer dans une autre direction pour éviter de me faire influencer.
D'accord, donc c'est pas uniquement la crainte du regard des autres, mais aussi un souci de te préserver, toi, dans ton autonomie de décision et de potentielles injonctions ou influences extérieures. Tout à fait. Ok. Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux gens qui ont peut-être une culpabilité de dire, quand on leur demande qu'est-ce que tu fais en ce moment, bah je réfléchis sur moi et je ne fais rien d'autre. C'est un peu une culpabilité qui est symptomatique de notre époque, non ? La course à la performance, et finalement on n'a pas le droit à ces moments de pause alors qu'ils sont vitaux. Bah complètement, et c'est marrant parce que aujourd'hui j'en vois beaucoup des personnes qui sont au stade où j'ai pu être, et c'est vrai que avec un peu plus de facilité, je leur dis qu'ils peuvent se le permettre. C'est compliqué, ça c'est propre à chacun de se l'autoriser, ça c'est sûr, mais c'est un droit aujourd'hui de pouvoir avoir du temps pour réfléchir, et surtout le temps que vous prenez aujourd'hui, j'ai aucun doute que ça sera 1000 fois plus bénéfique que de perdre du temps pendant 2 ans dans un métier qui vous plaît pas. Moi, aujourd'hui, si j'avais eu un peu plus de courage ou plus tôt, j'aurais finalement peut-être pris cette décision et cette voie-là depuis un petit moment. Et je pense que mes proches, et d'ailleurs les proches qui m'ont accompagnée tout au long du parcours, comme des anciens collègues, comme des anciens potes d'école, aujourd'hui, quand ils voient ce que je fais, sont complètement, on va dire, même si je leur demande pas forcément leur avis, sont beaucoup plus en ligne également avec le choix que j'ai fait aujourd'hui. Donc je pense qu'il y avait quelque chose qui transpirait déjà depuis un moment, que il fallait trouver et il fallait s'autoriser à trouver. En précisant par ailleurs qu'il est tout à fait compatible d'effectuer cette réflexion ou un bilan de compétences en parallèle d'une activité professionnelle. C'est d'ailleurs la majeure partie des personnes, en tout cas, qui suivent le bilan de compétences chance, mais qu'il est également totalement OK de l'effectuer en période d'inactivité professionnelle et qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir. Ouais, complètement. Enfin, non, pas de culpabilité à avoir. Déjà, c'est hyper courageux, déjà, je pense, de commencer à se dire qu'on a besoin d'aide, à accepter d'avoir besoin d'aide, et après aller chercher l'aide dont on a besoin. C'est déjà une démarche qui est quand même à féliciter, je crois, parce que tout le monde ne prend pas ce temps-là, tout le monde ne le fait pas, et cette curiosité, elle est déjà à valoriser, et c'est effectivement OK de prendre du temps pour soi et pour chercher le bon cran. C'est pas du luxe, c'est quelque chose qui devrait être finalement un peu plus instauré et qu'on devrait apprendre un peu plus tôt, je pense. Et après, pour le parcours, c'est quelque chose qui est envisageable effectivement quand on fait une activité professionnelle, mais ça prend du temps et ça demande de la disponibilité psychologique et de réflexion. Et ça, il faut prendre ce temps-là, et c'est peut-être un peu plus compliqué quand on a déjà une activité. Enfin, pour ma part, j'ai trouvé que c'était compliqué d'allier des temps intenses d'activité professionnelle en même temps que ce genre de parcours, parce que ça demande une vraie honnêteté et une vraie disponibilité de soi-même. Et justement, tu parles de ces apprentissages psychologiques. Est-ce que tu peux nous partager certaines découvertes que tu as faites sur toi durant ce parcours ? Tout à fait. Alors, une des découvertes que j'ai faites, c'est d'apprendre à faire un choix et après à prendre un peu de recul, ce qu'on pourrait appeler un méta. C'est prendre un petit temps pour analyser quel a été le point de départ d'une réflexion et comment on va construire l'arrivée. Ça a été quelque chose, je prenais pas du tout le temps avant, et ça a été très important pour tout au long du parcours de pouvoir avoir une intention, la poser, la construire et après la vérifier, mais toute seule et de manière assez posée. Je pense que dans mon parcours, ce qui a été important aussi, c'était de pouvoir aussi demander l'avis ou de construire une équipe avec laquelle j'allais avancer pour voir ma progression. Chacun voit sa propre progression d'une certaine manière. C'est aussi chouette d'avoir un avis extérieur, que ce soit des proches, que ce soit là pour l'équipe que moi j'avais constituée, l'équipe que propose de constituer Chance. J'ai autant des amis, de la famille, comme des personnes que j'avais rencontrées dans le milieu professionnel et qui étaient là pour me donner un petit peu le miroir de ce que j'étais dans leurs yeux, pour me donner des mots-clés qui m'ont accompagnée tout au long de mon parcours et qui m'ont permis aussi de prendre conscience de ce que je renvoyais
et dont je n'étais pas consciente à l'origine. Par exemple, dans la manière par exemple en amitié ou même dans le monde professionnel, la fiabilité. C'est quelque chose qui est une valeur qui, moi, est importante. C'est une valeur importante pour moi, mais j'avais pas conscience que les autres en avaient conscience et le ressentaient à mon contact. Et ça a été, par exemple, à travers une petite enquête que je leur ai fait faire, ça a été l'occasion de voir quelles étaient ces valeurs importantes pour moi et qui transpiraient chez d'autres. Des découvertes que tu aurais fait sur aussi bien tes forces que tes objectifs de vie ou encore ton projet professionnel? Déjà, il y a une autre découverte, c'était d'envisager faire autre chose et même envisager faire complètement autre chose par rapport à mes valeurs justement, ou les moteurs que j'avais cherchés ou que j'avais définis. C'était de me dire que finalement demain j'aurais pu être pompier, j'aurais pu être organisateur mais ça on avait un peu ri avec ma coach organisatrice d'enterrement. Je me souviens plus du terme exact, mais il y avait différents métiers qui étaient apparus, et finalement ce moment de déconstruire les différents métiers qu'on pouvait proposer à l'époque, parce qu'un CV, parce qu'une formation, mais de se dire en fait tout est possible. Moi, ça a été une énorme libération de pouvoir me dire mais en fait je peux tout faire si je veux, et avec mes moteurs, les choses que j'ai définies et que je définis petit à petit, avec qui je suis, je peux faire beaucoup de choses. Et ça, je pense que j'en avais pas conscience, ou je me faisais pas assez confiance avant sur ça. Et je pense que le fait de pouvoir aussi déconstruire complètement son CV et le reconstruire avec une structure différente, en mettant des choses finalement moins traditionnelles en avant, mais plus ce qu'on appelle des soft skills par exemple. Avant, c'était impensable pour moi de mettre ça sur mon CV. J'en voyais pas l'intérêt, ou finalement on m'avait jamais permis de présenter mon CV comme ça avant. Il a fallu déconstruire des cadres pour après finalement reconstruire ça à ma manière. Et une autre chose qui m'a vraiment libérée aussi, c'était de me dire mais pourquoi je dois coller à une case ou à par exemple une fiche de poste? Pourquoi je m'amuserais pas plutôt à essayer de construire la fiche de poste à laquelle je voudrais répondre? Et ça a aussi été très libérateur de me dire mais en fait il faut que je m'en amuse de tout ça, et c'est comme ça que en tout cas moi je décide de voir maintenant la vie, c'est d'essayer de m'amuser sans gravité et d'essayer surtout. Ça m'a permis d'essayer des choses. Il y a plein de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir dans ce que tu viens de dire. Déjà, t'as commencé à citer les différentes pistes de métiers notamment qui sont ressorties de ton exploration avec Chance. Tu peux nous dire un peu le panel Ouais, je peux bien sûr et avec grand plaisir en parler. Donc dans la palette de métiers, les métiers qui sont ressortis ou que j'avais choisi dans un premier temps, finalement j'ai retaillé. Ça partait de effectivement organiser peut-être des enterrements, ça partait de être pompier volontaire, ça pouvait être gérante d'un spa, et puis petit à petit c'est allé aussi vers être chef de projet événementiel, Chief of Happiness Manager, ou alors gérante d'un lieu atypique. Et petit à petit, on a retaillé avec ma coach, et les 3 métiers qui se sont dessinés à la fin, je dis à la fin parce que qui se sont dessinés au bout de 1 mois et demi de parcours Chance, ça a été chef de projet événementiel, gérante d'un lieu atypique et Chief of Happiness Manager. Et justement, et ce qui est très drôle, c'est que aujourd'hui le métier que j'occupe, c'est d'être gérante d'un espace de coworking. Et finalement, si on combine les 3 métiers qui s'étaient dessinés au bout de 1 mois et demi de parcours, finalement ça y répond plutôt bien. Ça y répond plutôt bien. Et dans ces critères de sélection de métiers, il y avait beaucoup de choses auxquelles j'avais jamais pensé avant. Les valeurs évidemment, les compétences professionnelles c'était quelque chose, mais finalement ça devenait assez annexe. Et surtout comment envisager mon métier de demain
Dans mon ancien métier, ce qui me perturbait un peu, c'était de rester tout le temps derrière mon ordinateur et d'être finalement plus si souvent au contact des gens. Et il a fallu repenser ça, et j'avais un peu mis de côté le fait que c'était un critère important pour moi pour avancer dans mon métier. Et au-delà des 3 métiers qui se sont dessinés, il y avait vraiment cette volonté de pouvoir être à la fois derrière un ordinateur, mais aussi physiquement dynamique. À la fois être, on va dire, sur un rythme régulier, et en même temps de pouvoir avoir un quotidien qui bouge. Je dis ça, et pour l'illustrer, aujourd'hui en tant que gérante d'espace de coworking, je travaille 3 jours par semaine sur mon l'espace que je gère, 1 jour et 2 autres journées où je suis dans des espaces différents, avec une possibilité de télétravailler, ce qui fait que concrètement sur ma semaine de 5 jours, j'ai 3 jours dans un espace fixe, et après je suis ailleurs. Et ça, c'est fou de se rendre compte de ça, parce que à l'origine, j'aurais jamais pensé que c'était possible de faire ça, d'avoir ça dans son métier. Pour moi, j'avais une vision très bureau, poste fixe. Je reste toute la journée, je fais mon 9h, 18h, 19h si j'ai de la chance. Je pousse plus loin à des heures supplémentaires, et je suis constamment avec mes collègues et à devoir référencer des choses. Aujourd'hui, mais c'est pas du tout ce que je retrouve. J'ai énormément de chance, et je m'en amuse avec ma coach Virginie, avec qui ça n'a pas été une mince affaire de trouver chaussures à mon pied, parce que tous les critères de Servan, c'était de pouvoir être dynamique, de bouger, de rencontrer des gens, d'organiser, mais en même temps de faire des choses innovantes, créatives, faire de la création de liens, tu organises un petit peu, avoir un rythme fixe, mais pas trop non plus, pour pas tomber dans une routine. Il fallait que je puisse voir des gens et en même temps être assez autonome. Donc, pouvoir travailler en équipe tout en étant un petit peu entrepreneuse dans mon entreprise. Tous ces critères mélangés, ça a donné pour moi gestionnaire d'un espace de coworking. Mais à l'époque, mettre tous ces critères-là sans être accompagnée, je pense que j'aurais eu peur de ma liste des exigences. Oui, donc là, il y a 2 choses. Il y a effectivement cette liste de critères dont tu as pris conscience avec ton parcours. Et c'est déjà un énorme, c'est même pas de géant. Puis une fois que tu as fait ça, comment est-ce que tu as fait le lien entre ces non négociables et la réalité du marché du travail, l'existant, vu que j'ai l'impression que tu me disais à l'instant que tu pensais même pas que c'était possible de tout retrouver dans un seul projet professionnel. Ouais. Alors aujourd'hui, je peux, avec du recul, analyser tout ça. Dans le parcours, comme je disais, on a trouvé 3 métiers qui pouvaient m'aller au bout de 1 mois et demi de parcours. À ce moment-là, je pense que j'étais encore pas tout à fait prête à entendre que j'avais trouvé ma voie. Donc il m'a fallu un peu plus de temps. Et moi, personnellement, Servan, j'avais besoin, avec ces métiers, d'aller explorer différentes pistes. J'avais besoin de rencontrer des gens, j'avais besoin d'échanger sur leur parcours, j'avais besoin qu'ils me racontent comment ils en étaient arrivés là, qui ils étaient finalement dans leur histoire, et comment ils avaient fait un virage aussi, eux aussi, dans leur vie professionnelle, et surtout comment ils avaient osé. Ça, c'était important, et ça m'a pris un petit peu de temps, personnellement. De confronter la théorie au terrain, en fait. Exactement, de confronter la théorie au terrain, et un petit passage à l'action aussi, parce qu'il y a du coup dans mon enquête, j'ai eu la possibilité d'essayer des premières expériences professionnelles en freelance, où avec mon statut de freelance, ça m'a permis de pouvoir faire ces expériences sans trop d'engagement. J'ai essayé et j'en ai ressorti petit à petit avec l'action, avec les expériences. Je faisais ma sélection. C'était comme si j'étais devant un étalage de fruits et légumes que je goûtais, que je reposais et que je m'autorisais à tout goûter et à tout reposer ou à tout mettre dans mon panier. Et ce qui fait que à la fin du marché, j'arrivais petit à petit à la recette parfaite de ce que j'attendais. Et c'est ça qui a été super, mais c'est ça qui, moi personnellement, mais ça c'est propre à Servan. J'avais besoin de tester pour avancer. J'avais besoin qu'on me dise oui, j'avais besoin qu'on me dise non. On m'a dit non. J'ai passé plusieurs entretiens pour des projets qui me faisaient rêver une fois que j'avais refait mon CV. La force de refaire un CV aussi, c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé, mais sur lequel j'aimerais bien revenir, parce que le jour où j'ai refait mon CV et j'en étais fière, le jour où mon CV il me parlait à moi, Servan, mais ça a été
une renaissance du CV et une renaissance de comment je me voyais et comment je me voyais sur le marché du travail. Une fois que j'avais refait mon CV, j'ai l'impression que plus rien ne pouvait m'arrêter. Je postulais à des offres et en rencontrant les gens avec toujours une touche d'humour comme j'ai habituellement, mais surtout avec un brin de culot en plus qui me permettait d'aller au moins discuter avec des personnes, avancer et finalement affiner ma recherche. Ces différentes rencontres, elles m'ont peut-être pas au début fait trouver un métier, un poste, une fiche de poste, mais elles m'ont permis de rencontrer une autre personne, puis une autre personne, puis une autre personne, et petit à petit de rencontrer les bonnes personnes. C'est la démarche de rebond successif dont on parle dans le parcours chance, et effectivement qui permet petit à petit d'affiner le projet par l'intelligence collective et toutes ces rencontres humaines et concrètes. Et j'aimerais bien revenir un peu sur le CV, comme tu le dis. Merci d'aborder ce sujet parce que on va pas se voiler la face. C'est quand même souvent, en tout cas, j'ai déjà entendu des personnes me dire travailler le CV, c'est pas la partie que je préfère. Qu'est-ce qui t'a permis de te mettre dans cet état d'esprit aussi positif et énergique par rapport au CV? Alors, sans hésiter, ma coach m'a bien aidée. Virginie a toujours été là en soutien du parcours digital, et ça a été et c'est ce qui est un point très important dans cette réussite là à deux, parce que j'arrête pas de lui dire que c'est une réussite à deux. C'est que ma coach a toujours su s'adapter et venir me chercher quand j'en avais besoin, mais de manière toujours très positive. Elle a toujours su écouter quand j'avais besoin d'un peu de temps, mais elle a aussi toujours su trouver les mots et la manière positive de me booster. Ce CV, il me faisait très peur parce que j'avais toujours mis en avant les expériences professionnelles que j'avais. J'avais un CV qui tenait la route, dont j'étais fière à l'époque. Et ce jour-là, j'avais envie de tout effacer de tout ce que j'avais fait professionnellement parlant, et j'avais limite envie de dire toutes mes passions et tous mes rêves. Bon, alors ça, c'est pas forcément possible pour postuler, mais en tout cas, il fallait que je revienne à des projets qui avaient été plus personnels, que j'avais pu développer en tant que hobby, pendant que j'étais étudiante, ou même des projets personnels de la période qui m'habitait à ce moment-là. Notamment, je pense à par exemple, à ce moment-là, j'organisais des événements qui étaient vraiment que je voyais personnels. C'était sur toutes les expériences qui m'habitaient personnellement que j'ai reconstruit mon CV et où j'ai trouvé les bons mots à associer à ces choses-là, à ces projets-là, et ce qui pouvait me montrer que j'étais capable de faire le métier que j'occupe aujourd'hui, mais en partant simplement d'une organisation d'un événement. Ça pouvait partir de l'organisation d'un anniversaire, par exemple, et ça me permettait de dégager différentes compétences qui s'associent très bien au métier que je fais aujourd'hui. Simplement, je l'avais jamais vu de manière mature, je pense, à l'époque. Donc, il y a des compétences réelles, valorisables, qui se cachent ailleurs que dans les expériences professionnelles dites classiques du parcours qu'on a effectué jusqu'à présent. Complètement. D'autant plus que toi, finalement, tu bifurquais à ce moment-là, non pas uniquement potentiellement d'environnement, d'impératifs financiers, de flexibilité, mais aussi de métier. Bah tout à fait. Et je pense qu'en fait, j'avais jamais regardé ce qui m'entourait ou ce que j'avais pu faire avancer hors professionnel, qui me permettait en fait de me rassurer, de me dire mais tu peux le faire, il y a pas de problème. Et en fait, au-delà de tu peux le faire, c'est ce que t'aimes faire. Donc vas-y et envisage-le professionnellement parlant. On va voir ce que ça peut donner et on va voir comment tu peux trouver ça dans le pro finalement. D'ailleurs, c'est là ton histoire, je me dis que quelque part, attention, je caricature un peu, tu as fermé une porte par rapport à une carrière dans un certain métier pour en ouvrir une nouvelle. Même si moi je suis persuadée qu'on capitalise sur le passé et qu'on jette pas à la poubelle, mais est-ce que ça a été difficile à ce moment-là, psychologiquement, de dire « Ok, là, stop, je vais sur autre chose » ? Ça a été difficile parce que dans le métier que je faisais avant, j'ai appris des choses qui ne sont propres qu'à ce métier-là. On va dire que l'utilisation de certains logiciels, ma plus grande peur, c'était d'arrêter de travailler sur Photoshop, InDesign, que j'avais mis tant de temps à comprendre et à créer des choses. J'avais peur d'abandonner tout ça. J'avais peur d'abandonner... on va dire tout ce patrimoine professionnel que j'avais acquis.
alors qu'en fait, je le perds pas du tout. Ça me sert au quotidien, mais plus de la même façon. Mais j'avais du mal à le lâcher. Même Photoshop et InDesign? Je continue à faire Photoshop et InDesign, mais pour des projets personnels. En fait, j'abandonnais rien vraiment. J'avais besoin d'un peu de force pour oser aller vers autre chose. C'était différent, oui. Je savais pas ce qui m'attendait, c'est sûr, mais il fallait sauter pour continuer, pour avancer, et ça voulait pas dire que je perdais des choses. Ça voulait pas dire que tu perdais des choses parce qu'il y a certaines compétences effectivement que tu as réutilisées dans le pro, mais de ce que j'entends, finalement, si certaines compétences te tenaient tant à cœur que c'était si difficile de les lâcher, il ne tenait qu'à toi de les réinjecter dans les projets perso, et c'est ce que tu as fait, c'est bien ça? C'est ça. Je peux complètement les réinjecter dans mon projet perso, dans mon projet pro également d'aujourd'hui. En fait, je peux composer avec. Je perds rien, j'oublie rien, mais je peux l'ajouter si je veux en complément de ce que je fais aujourd'hui. On entend parfois un blocage des personnes qui se réorientent notamment au niveau du métier et qui craignent qu'il soit difficile de valoriser leur profil face à quelqu'un qui est déjà dans le secteur, dans le métier depuis un bout de temps. Comment est-ce que toi, tu as valorisé ton profil ? Comment j'ai valorisé mon profil par rapport à des personnes qui étaient déjà en poste ou qui avaient déjà les compétences ? En fait, moi, j'arrivais avec justement une originalité, une différence qui allait gonfler ce que j'apportais à l'entreprise pour le poste d'origine. Mes compétences, elles sont propres à moi et Servan. C'était beaucoup de créativité, d'innovation, d'idées, une motivation qui allait enrichir encore plus le poste que j'allais occuper. Et durant tout le parcours qui t'a amené jusque-là, ces entretiens qui sont un peu, j'ai pas envie de dire l'aboutissement parce que finalement rien n'est jamais terminé. Mais dans ce parcours, est-ce que tu as eu des doutes, des craintes, et si oui, lesquelles, si tu veux bien nous les partager? Alors tout d'abord, mon parcours il a duré un petit peu plus longtemps que la durée normale parce que j'avais une grande peur que ce parcours se termine. Aussi paradoxal que ça puisse être, j'avais besoin de temps pour intégrer la transition. J'avais besoin de temps aussi pour intégrer qu'elle arrivait et qu'elle se passait bien. Et du coup, je m'accrochais finalement à mes séances avec ma coach en les décalant un peu plus, en lui disant que j'avais besoin de plus de temps, de plus réfléchir, de construire un petit peu plus mes enquêtes. On était dans un contexte Covid, donc les métiers qui se dessinaient pour moi, j'avais du mal à les projeter dans ce contexte-là. C'était quand même beaucoup d'événementiel ou de la gestion d'un lieu. On n'avait pas encore défini le mot exact à ce moment-là. Mais il fallait que j'aille chercher dans un domaine qui était un petit peu en péril à ce moment-là, le métier que j'allais faire. Et alors moi, j'avais du mal à me projeter. Donc, comme j'avais du mal à me projeter et à mettre une image un petit peu sur ce que j'allais faire après, ma technique, c'était de rallonger le processus. Alors qu'en fait, il aurait pu être un petit peu plus rapide. Mais du coup, ma première crainte, c'était que ça se termine. J'avais peur que ça se termine. J'avais peur de pas avoir assez de séances avec ma coach pour être sûre qu'au moment où elle me lâchait ou que le parcours s'arrêtait, j'étais bien prête. Et ça, c'est, je pense, important, surtout quand on commence un parcours, de faire confiance. Mais pour faire confiance, il faut construire la confiance. Donc, il faut bien choisir son parcours. Moi, après coup, je me dis que j'aurais pu être un petit peu plus rapide, mais que j'avais toute confiance en ce parcours-là, à tel point que je ne voulais pas que ça s'arrête. Donc ça a été une première crainte, c'était ne pas lâcher pour en fait finalement passer le changement. Je pense que j'avais moi un petit peu plus de temps à accepter que je changeais quelque chose pour de vrai et que c'était moi qui le construisais pour de vrai toute seule. Ça a été une de mes premières craintes. La deuxième, ça a été finalement on l'a toujours un petit peu, mais de se tromper. Est-ce que je vais me tromper ? Et où est-ce que finalement je suis à ma bonne place cette fois-ci? Et ça a été une crainte qui a été, en fait, petit à petit travaillée, de se dire, mais faut plus avoir peur de se tromper. Parce que aujourd'hui, je vais faire le métier vers lequel je m'oriente après le parcours, mais demain, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, peut-être que je ferai un métier différent et c'est ok. Et c'est vrai que ça, c'est un point de maturité que j'ai pris tout au long du parcours, d'envisager mon futur professionnel d'une manière différente que comme je l'envisageais avant. Avant, je commençais un travail parce qu'il me fallait de l'argent. C'était bien d'avoir un CDI. Il me fallait un poste
mais j'envisageais pas tellement mon métier à 2 ans d'expérience, 3 ans d'expérience. Je me projetais pas du tout à 10 ans d'expérience. Aujourd'hui, si on me demande ce que je fais dans 5 ans, 10 ans, j'ai pas une idée précise, mais en tout cas, j'en ai pas peur et j'ai un petit peu plus de volonté ou de maturité dans la construction de ce que je vise aujourd'hui. Alors ça se fait à plus grande échelle qu'avant, mais c'est quelque chose c'est grâce au parcours que ça m'a permis le parcours m'a permis de prendre la maturité, d'envisager les choses professionnelles différemment et sans gravité. Surtout sans gravité. Que ça peut être ça aujourd'hui, demain ça peut être autre chose. On a de la chance actuellement, on est dans un contexte qui nous le permet. Alors autant saisir sa chance et le faire. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui tu te sens assez en confiance pour réintégrer ces apprentissages en toute autonomie à l'avenir si finalement tu voulais bifurquer à nouveau. Complètement. Si je dois bifurquer à nouveau, j'ai complètement confiance déjà dans les choses sur lesquelles j'ai avancé. Ça m'arrive, et pour être très honnête, même dans ce nouveau métier que j'occupe, ça m'arrive de revenir sur la plateforme Chance pour reprendre des mots-clés, reprendre mes moteurs, repenser à mon étoile du Nord et quel a été le parcours qui m'a permis d'arriver là. Pas parce que j'en doute, mais simplement parce que le regarder avec 4 mois d'expérience, 6 mois d'expérience, et c'est assez drôle, mais je me dis, il est quand même drôlement bien fait ce parcours, parce que je suis toujours bien alignée, et aujourd'hui, c'est ce qui fait que, par exemple, aujourd'hui, je suis ici, en train de parler, c'est qu'après plus de 5 à 6 mois d'expérience dans ce nouveau métier, je suis toujours alignée avec ce que j'ai décidé il y a 6 mois. Et ça, c'est important, je pense aussi. C'est que j'ai plus de doutes sur ce que j'ai fait, j'ai confiance en moi, ça c'est autre chose. Et surtout, j'ai jamais commencé un métier, en étant si sereine et confiante en ce qui allait se passer. Alors qu'aujourd'hui, j'apprends encore beaucoup de choses sur le métier que j'occupe. Mais dans les 6 ans que j'ai eu, alors que j'avais l'expérience pro ou le parcours qu'il fallait j'ai toujours eu beaucoup d'angoisse. Ce qui est plus du tout le cas aujourd'hui. Donc je pense que au fond de moi, il y a quelque chose qui me dit, t'es à ta place. Et quoi qu'il se passe, maintenant, c'est le bon rail. C'est un indicateur au niveau d'angoisse, ton corps qui te parle, ouais, ton esprit. Et juste en précision pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas les termes qui sont assez spécifiques au parcours de moteur et d'étoile du Nord que tu as cités, pour préciser rapidement, les moteurs, ce sont ces actions que l'on effectue au quotidien dans notre travail et qui nous font nous sentir vivants, qu'on pourrait faire des heures durant sans voir le temps passer, et que bien sûr on a vocation à intégrer au maximum dans ses missions professionnelles. Et l'étoile du Nord étant, on pourrait dire, le slogan, un peu la direction que l'on souhaite donner à notre vie professionnelle. Le fil rouge. Le fil rouge, exactement. Dans ton parcours, tu es passé du salariat au freelancing, puis au salariat. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, tout à fait. Alors, pour moi, il y avait mes différentes expériences pro, je les vois comme une palette de crayons que j'ai utilisée. Je fais cette métaphore, et oui, avec la métaphore d'une graphiste, mais j'ai essayé plusieurs crayons, et les crayons aujourd'hui, c'est le salariat ou le freelance. Aujourd'hui, je pense que dans les 2 types comment on pourrait les définir, 2 types de, je sais pas si c'est contrat, forme de travail. De statut, voilà, pardon. Dans les 2 formes de statut, je pense que j'aurais pu m'y retrouver. Le freelance parce que entrepreneur, autonomie, construire les différentes strates de son entreprise, la stratégie, les objectifs, c'est quelque chose que je suis capable de faire. Mais est-ce que c'est ce que je voulais faire à ce moment-là ? Je suis pas tout à fait sûre. Aujourd'hui, j'avais besoin d'être sécurisée financièrement. Ça, c'est quelque chose d'indéniable. Et je pense que j'ai eu du mal à m'avouer pendant pas mal de temps. J'avais besoin d'une sécurité financière, mais ce qui n'est pas négatif. C'est ce qui me permettait d'être rassurée pour pouvoir mieux avancer derrière. Aujourd'hui, je suis jeune, j'ai des engagements financiers extérieurs et donc je dois les assumer. Ça, c'est quelque chose d'important. Et le salariat le permet. J'avais besoin d'avoir une entreprise en salariat. Pour moi, ça voulait dire aussi d'avoir une équipe, d'être intégré à un groupe, d'avoir une équipe et de pouvoir avancer avec une équipe. Une équipe avant, pour moi, c'était une hiérarchie, des gens au-dessus, des gens en dessous.
Ça, c'est un point effectivement dont je n'ai pas parlé depuis le début, mais qui dans le métier que je fais aujourd'hui, ou en tout cas dans l'entreprise que j'ai rejoint, j'ai plus cette pression de hiérarchie qui, moi, me bloquait à avancer. On a une hiérarchie horizontale qui fait qu'on est sur... Évidemment, il y a du management, mais on est en quelque sorte, en tant que gérant d'espace de coworking, un peu des entrepreneurs à qui on demande... on demande à notre équipe de nous orienter sur les sujets dont on n'est pas spécialiste. On va faire appel à des experts autour de nous qui vont nous aider à construire ou à faire avancer le projet sur lequel on avance. Mais on n'a pas cette sensation d'être avec, on va dire, un manager qui nous dit comment et quoi faire et quelle direction prendre et comment il faut faire. On est plusieurs gérants d'espace de coworking, par exemple, on a chacun notre espace. C'est comme si on nous avait donné les clés d'une maison qu'il fallait gérer nous-mêmes. Et donc on la gère un petit peu avec tout ce qui nous compose. Aujourd'hui, une servante, c'est pas une Marie qui gère un autre espace de coworking. C'est qu'est-ce que j'ai envie d'insuffler là-dedans et comment je l'insuffle. Mais il n'y a pas forcément cette notion de hiérarchie qu'on pouvait trouver dans le salariat. Et ça, c'est une idée à déconstruire, c'est que dans le salariat, il n'y a pas forcément une hiérarchie prononcée. Il y a forcément une petite hiérarchie, mais pas prononcée, pas enfermante. Et ça, moi, je crois que j'avais besoin de déconstruire ça à un moment. C'est un petit peu brouillon la manière dont je parle des choses, mais ça me vient comme ça. Tu parles de déconstruire un cliché quelque part qui est parfois vrai, mais pas toujours. En tout cas, toi, tu as découvert que entrepreneuriat n'est pas forcément égal uniquement à liberté, flexibilité, autonomie versus un salariat écrasant avec une hiérarchie ultra verticale. Exactement. C'est simplifié comme ça. C'est parfait. Et donc, en parallèle, le freelance, je le voyais comme un élan de liberté, un élan de choix de projet, composer son rythme comme je le voulais. Mais finalement, je me suis confrontée à ce que pas mal de freelance ou de métiers libéraux constatent, c'est que effectivement, on peut choisir ses temps de travail, on peut choisir ses clients ou ses patients dans d'autres domaines, mais c'est pas forcément une liberté absolue. Parce que les jours où on est malade, les jours où il n'y a pas de clients, on est un petit peu tout seul. Et en auto-entrepreneur, en tout cas, moi, je me suis retrouvée profondément seule à des moments où peut-être que j'aurais voulu avoir une équipe avec moi pour avancer. Alors, je dis pas que c'est pas bien. Il y a beaucoup de choses qui se développent autour de l'auto-entrepreneur, mais en tout cas, moi, j'avais besoin de retrouver une équipe au sein d'une même entreprise. Et c'est vrai que le salariat, c'est un vrai luxe pour ça. En tout cas, c'était ton besoin à ce moment-là, et puis tout ça évolue, et tu sais maintenant qu'à l'avenir, les deux sont possibles, et que peut-être que la ligne est un petit peu plus floue entre les positifs et négatifs de chaque statut, quoi. Exactement. Mais il n'y a pas une frontière vraiment distincte. En fait, les deux peuvent se mélanger un petit peu ou se chevaucher, on va dire. On peut trouver un petit peu des deux, mais en tout cas, ça se compose beaucoup plus que ce qui a pu être le cas auparavant, et ça, c'est quand même un vrai gain de nos générations, c'est qu'on arrive à vraiment beaucoup plus moduler ces statuts-là. Et en parlant de composer, je reviens un peu sur ce que tu disais tout à l'heure sur projet pro et projet perso, dans lequel tu continues à développer certaines des compétences qui te tiennent à cœur. Qu'est-ce que tu as découvert, si tu veux bien répondre bien sûr, à travers ce parcours sur le perso au-delà du pro? Si ce parcours t'a permis, bien sûr, de découvrir aussi des choses personnelles. C'est une très bonne question parce que en faisant justement le fameux exercice dont je parlais tout à l'heure, où ça m'a fait un peu prendre de maturité professionnelle, d'envisager ma vie dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, à titre professionnel, c'est une chose, mais j'avais jamais envisagé cet exercice-là dans ma vie personnelle. Et commencer à faire cet exercice-là dans sa vie personnelle, c'est assez flippant, mais c'est très important. Notamment pour, également sur le plan personnel, se poser la question de, aujourd'hui, à 30 ans, en tout cas pour ma part, quelles sont les choses importantes, inchangeables, et les choses qui sont à faire évoluer. Ça peut être en amitié, ça peut être en amour, mais ça peut être aussi dans un lieu de vie, dans des engagements. Ça peut être sur différents sujets. Comment
je me vois, comment j'ai envie d'être vue et comment je me projette dans ces années-là. Et alors, pour la petite blague, j'ai envisagé de faire cette courbe de mes 30 ans, 35, 40 ans. Et le petit fun fact, c'est que j'ai essayé de faire la même courbe pour ma maman. Et je me suis rendu compte, avec beaucoup de peur, que ma maman allait vieillir aussi en même temps que moi. Et que c'était, par exemple, le temps et le moment de prendre vraiment du temps avec elle, de pouvoir continuer à avancer dans notre histoire familiale, par exemple, mais de ne pas oublier les choses importantes et essentielles qui sont parfois happées par le travail, parfois par des recherches personnelles, mais de continuer à entretenir et on va dire enrichir les relations personnelles qui m'entourent et qui me constituent aujourd'hui. Et ça, effectivement, j'étais assez surprise de voir que Chance m'avait un peu poussé dans cette réflexion-là personnelle de comment faire évoluer et comment continuer à enrichir mes relations familiales, amicales et amoureuses. Et finalement, développer un projet professionnel qui te permet de laisser la place à ces axes personnels qui sont importants, ces domaines de vie différents, l'équilibre vie pro, vie perso, etc. Mais totalement. Merci beaucoup, Servane. J'aurais une dernière question que j'ai l'habitude de poser à la fin de ce podcast. Dans quelques décennies, qu'aimerais-tu que la Servane de, disons, 80 ans se dise en regardant dans le rétroviseur? Eh ben, déjà, quel beau rétroviseur. J'aimerais que dans ce rétroviseur, il y ait toutes les personnes que j'ai pu rassembler autour de moi ou tirer avec soit mes folies, soit que j'ai aidé à se rencontrer, des personnes avec qui où j'aurais aidé peut-être une petite création de lien. En tout cas, je les aurais liés entre eux. Et dans mon rétroviseur, je vois des gens qui ont le sourire, mais qui sont aussi heureux d'être ensemble et en équilibre. Et peut-être, et j'espère avoir participé en tout cas à ce beau tableau de rétroviseur. Ce sujet du lien et de la rencontre qui nous tient beaucoup à cœur chez Chance, notamment à travers la communauté et les engagés. Donc, tableau qu'on espère partager avec toi. Ouais, j'espère. Merci encore pour ton temps et tes réponses, Servane. Avec plaisir. C'était un plaisir. Avec grand plaisir. Et juste pour la dernière petite anecdote dont j'avais pas parlé mais qui me revient, c'est que le jour où j'ai postulé pour le poste que j'occupe aujourd'hui, le petit clin d'œil que la vie m'a fait, c'est que au loin j'ai aperçu Ludovic, le fondateur de Chance, qui passait dans le même open space où je passais mon entretien. Et à ce moment-là, je crois qu'il y a un truc dans ma tête qui s'est dit, tu le savais, mais tu le sais encore plus que t'es au bon endroit, parce que même le parcours Chance est juste à côté de toi quand tu passes ton entretien. C'est incroyable. Oui, parce que c'est vrai qu'on peut le dire, nos bureaux chez Chance sont dans l'espace de coworking, enfin pas celui que tu gères en particulier d'un point de vue physique, mais en tout cas cette entreprise-là. Exactement. Donc ça c'était vraiment le petit clin d'œil qui a fait la petite signature du plat à la fin, de me dire que et l'organisme par lequel j'avais fait mon parcours de coaching était là le jour J comme si c'était voilà le grand événement auquel il fallait que je sois bien entourée et je l'étais bien. Donc petit clin d'œil Ludovic, CEO de Chance. CEO de Chance, exactement. Petit signe de l'univers à ce moment-là. C'est amusant. Merci pour ce partage. Avec et plaisir. merci encore pour ta présence ce soir. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et la liberté de faire en sorte que son passé ne dicte pas son futur. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur toutes les plateformes de podcast. Et si ce témoignage vous a plu, vous pouvez laisser des étoiles, m'écrire des commentaires et n'hésitez pas à en parler autour de vous. À bientôt.